Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie d'animer ce webinaire Adelium pour vous aujourd'hui. Je suis Gaëlle, directrice conseil et stratégie d'Adelium et nous allons passer 1 heure ensemble à parler business et UX. Petite précision pour nos règles de fonctionnement dans ce webinaire parce que vous êtes, assez nombreux. Si pendant la présentation, vous avez des questions, essayez de les poser dans l'onglet questions parce que je ne vais pas pouvoir lire, tous les messages de chat. On a plusieurs experts, Adelium qui sont présents aujourd'hui et qui, vont pouvoir, répondre, par écrit aussi si jamais, j'arrive pas à tout traiter. Mais moi, en tout cas, les questions que je vais voir, c'est les questions que vous aurez publiées dans l'onglet questions. Alors le programme est chargé, du coup, on va commencer. Alors, quand on parle du X et de rentabilité, on pense forcément taux de transformation. Mais souvent, on nous demande, des astuces, des tips. Est-ce qu'il faut mettre un bouton bleu, un bouton rouge pour améliorer les clics utilisateurs? Alors ça fonctionne très bien comme post, sur LinkedIn, mais moi je ne vais pas vous parler de ça aujourd'hui. Je préfère être transparente avec vous. Ce webinar, c'est à destination des équipes qui gèrent des sites internet. Donc essentiellement, il a été construit pour des équipes marketing, communication, business. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas intéresser, les experts UX. Je sais qu'on en a, pas mal qui nous suivent, mais c'est juste pour vous dire qu'on va pas parler, d'expertise, en termes, d'ergonomie, de facteurs humains, de psychologie. On va surtout parler de stratégie et d'essentiel pour comment mieux concevoir un support digital rentable. Mais pas je vais pas aborder des notions d'interface et de bonnes pratiques sur des interfaces à proprement parler. Je dois aussi vous dire une autre chose, c'est que créer ce webinar, ça a été, très frustrant parce que, j'ai dû faire des choix. On n'a qu'1 heure ensemble. Je pourrais pas parler de tout. J'ai choisi des leviers dont, à mon sens, on parle pas assez souvent. Souvent des leviers qui manquent, quand, on est, marketeur, communicant et qu'on aborde des situations de création de support digital. Et donc j'espère, ils sont vraiment structurels et j'espère que ça va être utile pour vous. Alors, j'avance parce que comme vous voyez, le programme est chargé. Donc on a 6 leviers, 6 points qu'on va aborder ensemble. On va parler de l'utilisateur, on va expliquer que l'utilisateur est roi, mais qu'il est surtout ROI. On va parler du contenu. Alors vous inquiétez pas, il y a pas de notion de religion dans le contenu et Dieu. C'est un anagramme, mais vous verrez à quel point, le contenu est important et je vous donnerai des petits axes, de travail, notamment autour de l'UX Writing. On parlera résultats avant fonctionnalité, pour éviter de faire des raccourcis fonctionnels, et vraiment se focaliser sur les résultats quand on crée un site ou un produit digital, quel qu'il soit, qu'on souhaite rentable. On parlera des tests comme boussole pour guider la rentabilité et on parlera également de la technique qui doit être au service de l'UX et vous comprendrez pourquoi tout à l'heure. Et enfin, on conclura sur l'impact au-delà de la partie business, performance. Qu'est-ce que l'UX, impacte au sein de l'entreprise et dans son écosystème? Avant de commencer, une petite page de publicité. Enfin, c'est pas vraiment de la publicité, c'est surtout pour, les personnes, qui ne nous connaissent pas. Donc Adelium, on est 3 services en un. On est un cabinet de conseil spécialisé en UX, CX et stratégie digitale. On est une agence digitale qui est, centrée sur les utilisateurs et on est également un centre de formation certifié Calliope et la plupart, de nos activités, que ce soit en consulting ou en production, on est capable de, monter des formations, dessus. Et la deuxième slide, après j'arrête, on rentre dans le webinaire, c'est juste pour vous montrer, nos clients. Alors, je tenais, tout particulièrement à les saluer parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui sont inscrits à ce webinaire. Je voulais vous dire que ça nous fait, plaisir de voir que vous nous suivez, tant, dans votre fidélité avec nous que sur nos productions de contenu. C'est toujours, très agréable de voir que vous êtes présents. Et j'espère que ce webinaire va vous être utile et que vous ne savez pas déjà tout. Donc, par rapport à nos typologies de clients, juste, on travaille avec, tout type de clients. Donc clairement, c'est vrai que les clients qu'on met sur cette slide, sont des grands groupes. On
on a des groupes, c'est vrai, mais on a également des startups. On travaille aussi, beaucoup, dans le milieu culturel ou, également, dans le milieu, plus institutionnel. Donc on n'a pas vraiment, de, secteur d'activité, particulier. Ce qui anime nos clients et ce qui anime nos projets, c'est surtout le levier digital qui est vraiment stratégique dans le développement de ces clients et c'est vraiment le dénominateur commun à l'ensemble de ces clients. Voilà. Sans transition, passons dans le vif du sujet. Le sujet, l'utilisateur est roi et ROI également. Heu, Avant de commencer et pour introduire, cette partie, je voulais, vous rappeler, pour, ceux qui ne le vous rappeler ou vous donner, ce mantra de Google: «Concentrez-vous sur l'utilisateur et le reste suivra». C'est culturel chez Google, l'ensemble de leurs conceptions de produits sont vraiment, basées sur, l'utilisateur et ils ont raison parce qu'en fait, l'utilisateur, l'idée, c'est vraiment de le mettre au centre et qu'est-ce que ça apporte? Donc là, je vous fais juste une petite introduction. C'est pas, c'est juste pour que vous compreniez, en fait, à quel point c'est important au niveau du business et après j'aborderai 2 points, particuliers, sur cette, expérience utilisateur. Donc qu'est-ce que ça apporte? Ça améliore la rétention client. Donc on sait que c'est difficile d'obtenir des clients, une fois qu'ils sont là, il faut les retenir et l'expérience utilisateur, ça permet de le faire. Quel que soit le système, que ce soit, sur, des business qui sont 100 digitaux où là, le churn, c'est quelque chose qui est, un vrai sujet stratégique, mais également sur du site, plus, vitrine ou du site institutionnel. Le fait de garder l'utilisateur sur le site et de faire, de votre site une référence pour l'utilisateur, ça permet, à la fois qu'ils reviennent et puis qu'ils vous recommandent. L'optimisation des taux de conversion, la génération de business, on le verra un peu plus, tout à l'heure. Renforcer la notoriété de la marque également, ça agit vraiment sur la notoriété de la marque. Limiter les coûts de production et réduire les coûts de support client. Alors celui-là, je l'ai mis aussi parce que, de plus en plus, on travaille, alors je sais qu'il y en a aussi, là d'inscrits et du coup, ça me fait plaisir. On travaille de plus en plus, pour, l'après-achat, l'après-vente, tout ce qui est, service client, customer care, où il y a des vrais sujets, de customer experience, donc d'expérience client. Excusez-moi, je vais essayer de franciser les termes. Et l'expérience utilisateur, va en fait, permettre de diminuer, les coûts de support client. Si vous ne me croyez pas, je vous ai mis quelques études ici. Donc j'en ai choisi 2. C'est des études aussi qui peuvent vous aider, si vous avez besoin de convaincre finalement, des parties prenantes, des sponsors dans vos entreprises respectives. Alors je ne sais pas si on voit bien, le détail en fait, mais bon, c'est pas grave, je vous ai mis les références. Donc en fait, c'est, le State of UX de UserZoom qui, montre en fait donc les barres bleues, ce sont, l'atteinte des objectifs stratégiques des entreprises en incluant, la recherche utilisateur et les barres, bleues plus claires, ce sont hors recherche utilisateur. Donc ça montre en fait le delta qu'il y a entre, une stratégie qui inclut ou non la voix de l'utilisateur, dans plusieurs topics. Donc, les différents topics, c'est la satisfaction client, la perception de la marque, l'activité des utilisateurs sur les différents supports digitaux, la rétention, la conversion et cetera et cetera. Pour aller, même plus loin, je vais vous le mettre dans le chat d'ailleurs, si j'arrive à le copier. Hop. Pour aller plus loin, vous avez, aussi ce guide qui est, vraiment très bien fait et qui vous permet d'aller voir pas mal de données, en fait, qui sont liées justement à la rentabilité. C'est un guide, qui explique pourquoi 1 $ investi dans l'UX peut aller jusqu'à 100 $ de rentabilité pour l'entreprise. Voilà. Donc, l'idée, c'était, de vous donner ces différents sujets et puis d'aller, un peu plus vers, des aides et des idées plus concrètes derrière. J'espère que tout va bien, que vous m'entendez bien. Je regarde juste un petit coup dans le chat pour voir si vous êtes là. OK, super. Très bien. Parfait. Excusez-moi, alors je suis un petit peu malade. Donc si je tousse, j'essayerai de fermer le micro pour pas vous en mettre plein les oreilles, mais voilà.
Alors pour, par rapport à ce topic de l'utilisateur, j'aurais pu, vous parler de psychologie cognitive, de recherche utilisateur et cetera. Il se trouve que je ne suis pas experte. Mon domaine à moi, c'est vraiment la stratégie. En revanche, j'ai des collègues extraordinairement experts, qui ont déjà réalisé des webinaires, sur le sujet et je vous invite, si ça vous intéresse, à aller consulter, la page YouTube de l'agence où vous verrez, notamment des sujets sur la psychologie, sur la data, sur, de l'audit UX Live et cetera et cetera. Donc on a pas mal de ressources. J'ai essayé aujourd'hui de traiter des sujets qu'on n'a pas déjà traités, ce qui n'était pas, très facile à choisir. Voilà. Donc le premier sujet, c'est le besoin utilisateur. Pourquoi j'ai choisi de traiter ce sujet, et spécifiquement pour m'adresser, au marketing, à la communication? C'est parce qu'on reçoit énormément, de cahiers des charges ou d'expressions de besoins. Ces expressions de besoins sont très orientées fonctionnelles et sont très peu orientées besoins utilisateurs. Et même quand des équipes font l'effort parce qu'elles ont une acculturation qui est déjà existante, notamment autour de la voix du client, on se rend compte qu'il y a quand même des raccourcis qui sont faits. J'ai un exemple. Donc ici, on est sur, un client qu'on aime beaucoup, sur lequel on est en train de travailler actuellement, qui est un site, la refonte d'un site e-commerce dans le B2B, pour, des artisans, donc c'est de la vente de pièces détachées. On avait dans le backlog, donc le backlog, c'est la liste des fonctionnalités, qui normalement sont, orientées, besoins utilisateurs. On avait intégré la recherche vocale dans le moteur de recherche. Et pourquoi? La justification, c'était que, des artisans sont sur leur chantier et que sur leur chantier, ce serait plus pratique, pour eux de pouvoir parler, pour trouver des produits. Donc ça, on a reçu, du coup, ce backlog, mais on a quand même travaillé sur de la recherche utilisateur pour comprendre un petit peu, le contexte, les personas, quels étaient les besoins réels. Or, le besoin qu'on a relevé, c'était: «Je veux pouvoir commander des produits quand je suis sur mon chantier». Et ce qu'on s'est rendu compte, lié à ce besoin, c'est qu'il y avait tout un contexte. Et que ce contexte, il était surtout sur le fait de pouvoir trouver des produits. Non pas d'avoir l'accessibilité, puisqu'on sait qu'au niveau de l'accessibilité, l'artisan va utiliser son mobile et que sur son mobile, le site, au niveau du responsive, n'était pas, il n'était pas mauvais. Mais en revanche, il y avait une vraie problématique d'aller chercher, en fait, le nom du produit à l'intérieur de ce moteur de recherche. Parce qu'actuellement, par exemple, l'artisan est obligé de connaître précisément le nom pour pouvoir trouver le produit. Donc notre recommandation a été: attendez, intégrer la recherche vocale dans le moteur de recherche, ça peut être quand même assez coûteux, ça peut quand même être, assez complexe d'un point de vue, UX. Donc la recommandation était plutôt de travailler le moteur de recherche vers quelque chose qui est plus de l'auto-suggest, c'est-à-dire quand on commence à taper, le nom d'un produit, on a une suggestion, ou de la recherche un peu plus poussée liée à de la recherche, sémantique notamment, ce qui n'était pas le cas actuellement. Donc, c'était tout à leur honneur, à son honneur, à ce client, de vouloir aller notamment, un des travaux qui a été réalisé en amont, de notre travail, c'était ce que vous faites, très souvent et à juste titre et c'est super de le faire, c'était d'aller interroger notamment les commerciaux ou le business, en fait. Donc le business a une vision, mais par rapport aux besoins utilisateurs, le business est dans l'interprétation, quasiment à chaque fois. Je vous explique, moi, quand j'ai commencé à faire de l'UX, alors que je suis très empreinte de marketing, je faisais de la recherche utilisateur et je me rendais compte que j'étais tellement dans la solution que j'influençais, énormément, en interview ou, dans, tous les partis pris que j'avais. J'influençais finalement, l'expression du besoin pour aller, dans un niveau fonctionnel que j'imaginais déjà. Donc là, le conseil, c'est de revenir juste un stade en arrière et c'est de se concentrer vraiment sur l'expression du besoin. Theodore Levitt, qui est un chercheur et professeur à Harvard dans les années 60, c'est le premier qui a exprimé ce besoin. Donc, on a appelé ça les jobs to be done. C'est l'un des piliers de la recherche utilisateur. Et il a exprimé le fait que les gens ne veulent pas acheter une mèche de 0,5 centimètres, ils veulent faire un trou de 0,5 centimètres. Et quand on fait du marketing et de la communication, on apprend beaucoup, moi je l'ai appris à l'école, que le besoin se génère.
on va créer le besoin, chez le consommateur, c'est ça qu'on apprend, voilà, dans les agences de pub, dans les agences de com. La réalité quand on est notamment en digital et quand on est, dans nos ères où, tout est digitalisé, tout est facile, c'est vraiment de comprendre le besoin initial et d'aller se calquer sur ce besoin. Alors, je vous montre un chat, j'aime beaucoup les chats. C'est juste un petit mème pour, finalement résumer ce que je viens de dire. Souvent, oui, je suis madame chat, j'y peux rien. Souvent, quand on reçoit des expressions du besoin ou quand vous, au sein de vos équipes, vous avez déjà une vision de votre produit, vous avez la vision d'un arbre à chat. Il se trouve que que le besoin de base, bah, c'est peut-être juste je vois des cœurs de partout, j'ai pas le chat allumé, je vois juste des cœurs. C'est juste que votre chat, il a peut-être besoin de se cacher, en fait. Voilà, donc pensez bien à avoir cette image dans la tête, avant d'aller sur une fonctionnalité, à aller savoir vraiment quel est le besoin fondamental et vous le verrez tout à l'heure, ça va vraiment être utile aussi quand on va commencer à parler de budget et de pondération de budget. Parce que si vous allez sur des fonctionnalités qui ne sont pas utiles à votre utilisateur, vous dépensez de l'argent pour rien. Voilà. Le deuxième conseil que je voulais vous donner, c'est l'utilisateur réalise un parcours. Il ne suit pas une arborescence. Alors, une des premières choses qu'on fait quand on conçoit un site internet, c'est qu'on imagine à peu près, l'arborescence du site. C'est bien de faire ça parce que ça nous donne une vision, structurelle, du site. Mais quand on veut faire de l'UX et quand on veut, placer l'utilisateur au centre, il faut imaginer plutôt le parcours de l'utilisateur. Quel est le point A, le point B, le point C? Chaque étape du parcours est un point de contact. Pour ceux qui sont, fans d'expérience client aussi, parce que je sais qu'il y en a de plus en plus, c'est exactement en fait, les méthodologies d'expérience client. C'est-à-dire que l'expérience, elle commence dans la tête du client ou dans la tête de l'utilisateur quand il réfléchit à un besoin. J'ai besoin d'acheter un ciré jaune, parce que, il commence à pleuvoir. Alors c'est pas vrai, moi je suis à Marseille, il pleut pas du tout, on n'a pas du tout l'impression que c'est l'automne. Mais bon, peu importe, j'ai très envie d'un ciré jaune en vérité. Il faut peut-être que j'aille en Bretagne, du coup, je ne sais pas. Donc, j'ai besoin d'un ciré jaune. Mon expérience, elle commence dans ma réflexion et dans la recherche que je vais faire autour de ce ciré jaune. Donc, elle va commencer au niveau du SEO. Elle va commencer sur le moteur de recherche. L'expérience se commence là. Elle commence pas dans votre arborescence sur la homepage. Parce qu'après, l'expérience, elle se continue peut-être sur des sites concurrents, peut-être sur des sites de comparateurs, peut-être sur des marketplaces. Il faut vraiment imaginer, en fait, l'ensemble de l'expérience. Et une fois que l'utilisateur arrive sur votre site, là aussi, il suit un parcours. Déjà, il arrive peut-être pas forcément sur la home page, il arrive peut-être sur une page produit et peut-être qu'il va aller, s'informer, pour savoir, où est fabriqué, le ciré. Peut-être qu'il va s'informer, de savoir, ben, voilà, les prix, est-ce qu'il y a des promos et cetera et cetera. L'arborescence, elle est utile, elle vient ensuite, d'accord? L'arborescence va permettre d'organiser les contenus à l'intérieur de votre site internet. Elle ne modélise pas le parcours réel de l'utilisateur. C'est une confusion qui est très souvent faite et qui induit énormément, en erreur quand on conçoit, qui est vraiment source en fait de problèmes, lors de la conception du site. Pourquoi? Parce qu'on a tendance à confondre et du coup on se prend la tête sur l'arborescence alors qu'en fait, on a vraiment besoin de travailler l'arborescence avec le SEO et dans une logique d'organisation de contenu et non pas dans une logique de parcours. Alors, un petit exemple, il va falloir, j'adore vous parler, mais en fait, je me rends compte que j'ai vraiment beaucoup de choses à vous dire. Je vous montre rapidement, à quoi ça ressemble. Hop, voilà, un parcours utilisateur, chez nous. Donc ça, pareil, c'est aussi, pour un site e-commerce. Donc on peut avoir plusieurs parcours, OK? Ici, c'est un parcours, qui s'appelle «L'utilisateur veut commander un produit». Excusez-moi. Une fois que, qu'on a en fait, l'ensemble des besoins utilisateurs et qu'on a à peu près le parcours qu'on va modéliser ensemble, on le modélise comme ça sur une grande mind map, étape après étape et sur ces étapes, on va venir placer la liste des besoins utilisateurs qui sont ici à gauche en rose et la liste, très important aussi parce que
aujourd'hui, je vous parle de business, n'est-ce pas? C'est quand même très important. La liste des besoins business par rapport à cette étape du parcours. Donc l'étape ici, en l'occurrence, l'étape est une page et sur un site, ça va souvent être une page, mais ça pourrait, être, une popine, ça pourrait être, je sais pas moi, une validation, sur un téléphone portable, d'un message, enfin de la banque, peu importe. C'est pas obligé d'être une page, d'accord? En revanche, on va vraiment traiter chaque point de contact où il va se passer quelque chose et où il y a un besoin utilisateur et un besoin business associé. Donc ici, comme vous le voyez, on a listé ces besoins et on s'interroge, on se pose des questions. Par exemple, ici, on a un besoin business qui est, donc on est toujours sur le site e-commerce B2B. Comme c'est un sujet qui est chaud chez nous, du coup, j'avais vraiment envie de le partager. J'ai besoin que l'utilisateur puisse demander un devis. Donc là, on est sur un site e-commerce. Et souvent en B2B, en fait, il y a cette culture du devis. Donc, au niveau du business, qui est tout à fait normal, on a eu ça dans le backlog. En revanche, au niveau des besoins utilisateurs, on s'interroge parce qu'il n'y a aucun utilisateur qui nous a dit qu'ils avaient vraiment besoin de faire une demande de devis et de parler avec un commercial quand ils sont sur le site e-commerce. Du coup, là, notre équipe met un point et on en rediscute avec le business. De fil en aiguille, on construit comme ça un parcours et on est capable d'identifier, parce qu'on le travaille aussi avec les équipes de production, l'effort qu'on va pouvoir mettre sur chaque étape. Donc, vous voyez les petits bras ici, c'est l'effort. On a un, deux ou trois bras. Et cet effort, on le met en regard de l'impact. L'impact, c'est du coup au niveau du business et de l'utilisateur, c'est ce qu'il y a en vert ici. Est-ce que c'est stratégique ou est-ce que c'est secondaire? Et c'est ainsi qu'on va construire notre matrice impact-effort qui est basée sur le parcours de l'utilisateur. Voilà. Donc ça, c'est un des tips que je vous donne. Tips, je déteste ce terme parce que ça fait vraiment bouton bleu ou bouton rouge. Non, c'est juste une organisation, en fait. Avant de penser à l'arborescence, pensez à ce que vous voulez faire, aux étapes, en fait, de votre... Je n'ai rien contre les personnes qui font ça. Je tiens à le dire, je ne suis pas dans la critique. Je sais que ça marche sur LinkedIn, mais c'est juste des fois un peu trop raccourci. Voilà. Donc voilà pour cette partie. Donc on appelle ça un user flow. Et vraiment, même si vous le faites de manière très légère, mais si vous le faites avant l'arbo, je vous assure que vous verrez les conséquences positives sur votre projet. N'hésitez pas à me mettre des questions, hein, je ne regarde pas le chat encore une fois. Ouais, alors désolée, hein, je ne peux pas tout lire. C'est Claire, Julien, peut-être Emma aussi qui s'occupe de répondre. Et voilà, bon, c'est clair. Super, merci, très bien. Alors, le contenu est Dieu. Donc Dieu, c'est pour dire déterminant inévitable de l'expérience utilisateur. Pourquoi déterminant inévitable? Ben, imaginez que sur un site internet ou sur une application, on enlève absolument tous les contenus. Qu'est-ce qui reste? Bon, il reste des blocs de couleurs, peut-être plus ou moins jolis, éventuellement quelques animations, mais votre utilisateur, il ne va pas vraiment comprendre ce qu'il fait là. En revanche, si vous enlevez l'ensemble de la partie design, ou en tout cas organisation du contenu, design, et que vous laissez le contenu, il va être perdu, votre utilisateur. Hein. On ne vous le conseille pas, mais il comprendra au moins le sens de ce que vous voulez dire et de ce qu'il fait ici, en fait. Donc, c'est pour ça que le contenu, et j'ose le dire alors que je peux me faire des ennemis au sein même d'Adelium, mais le contenu est plus important que le design. Voilà. Quelques chiffres. Donc, ces chiffres, pardon, ah ouais, très bien, excusez-moi. Ces chiffres, en fait, c'est pas moi qui les invente, hein, ils sont tirés d'un livre qui s'appelle Bien rédigé pour le web aux éditions Erol. 30 à 60 secondes passées en moyenne sur une page, 2 minutes passées sur un site, 7 secondes pour convaincre. Donc, c'est dire l'importance de soigner son contenu. Je rajoute encore une couche là-dessus d'expérience. Quand on crée des sites internet et qu'on commence les projets de nos clients, ça n'arrive jamais, jamais, j'entends bien, je le dis, hein, ça n'arrive jamais que le contenu soit travaillé en amont du design. Ou alors éventuellement, peut-être une home page et une page produit. Mais une vraie réflexion de stratégie de contenu, c'est rare, voire inexistant. Avant de commencer un projet, on comprend que quand vous avez votre budget, que vous avez vos validations, vous avez envie de vous lancer dans le projet, mais ne sous-estimez pas la quantité de travail que représente le travail du contenu. Et on vous conseille vraiment de lancer ça en amont, voire en parallèle du projet si vous ne pouvez pas le faire en amont, mais vraiment de vous interroger sur votre contenu avant de commencer le projet.
Excusez-moi. On a une discipline, chez Adelium dont on est très fiers, qui est représentée par Claire Tourdeau, et qui est dans le chat, actuellement, qui est l'UX Writing. Donc l'UX Writing, j'avais envie de vous en parler aujourd'hui. Ça mériterait de faire un webinaire entier là-dessus. Claire, j'espère que tu as le challenge. Parce que, c'est une discipline qui vraiment, va dans le sens, en fait, de tout ce qu'on dit et de toute l'évangélisation qui est autour de l'UX et surtout, à partir du moment, on dit, ah, je vois la question de Véronique, pardon. Est-ce que j'inclus alors, j'ai pas envie de rentrer dans ces débats, Véronique. J'ai dit le terme design sans être très sûre de moi. Je voulais dire l'aspect visuel, graphique de l'interface. Clairement, on peut faire du design de contenu. Voilà. Mais c'est vrai que, là, je voulais mettre pas en opposition, en complémentarité, mais je voulais surtout dire, en fait, que le contenu est plus important que le contenant. Il se trouve que la partie créative, organisation des blocs, et cetera, va être le contenant et que du coup, le contenu est plus important. Voilà, j'espère avoir répondu à ta question. Donc, au niveau de l'UX Writing, c'est pas seulement la rédaction d'un contenu clair, utile et concis, c'est aussi la rédaction d'un contenu pour les utilisateurs. Pour concevoir un contenu pertinent, on doit vraiment en savoir plus sur les utilisateurs et c'est là aussi qu'en fait, on peut pas faire du X-Writing si on n'a pas un minimum d'UX research ou d'informations qui sont liées, en tout cas, à l'utilisateur. Donc, en gros, tout ce qui est habitude, les vrais besoins des utilisateurs, les points d'intérêt, ses savoirs, sa connaissance, sa culture, tous ces éléments vont influencer l'écriture et appellent, à créer des contenus spécifiques. Donc la production de contenu, ça entre aussi dans le champ d'action de l'UX Writing et ça utilise les personas et l'ensemble des apprentissages, pour, vraiment créer du contenu pertinent pour l'utilisateur. Donc j'avais, envie d'aborder, avec vous la fleur, de l'UX Writing. La première chose, la première étape, c'est l'écoute des utilisateurs. Je reviens pas dessus. Ce sont exactement les mêmes techniques, que l'UX Research. Ce qu'on vous conseille si vous voulez, vraiment, le travailler correctement, c'est d'avoir, un ou une UX Writer, qui va, travailler en fait les protocoles d'écoute utilisateur et qui va pouvoir, aller aussi faire son «marché» entre guillemets, dans les insights, utilisateurs en phase de recherche. La deuxième chose qui est, vraiment importante, dans cette discipline-là, c'est organiser le contenu selon le parcours utilisateur. On y revient. L'utilisateur, encore une fois, il a des étapes dans son parcours et à chaque étape, le contenu que vous allez lui montrer est essentiel. Donc comment on fait pour que le contenu que vous montrez, pour qu'il fonctionne en fait? On respecte des règles. Des règles qui peuvent paraître simples et bêtes en fait quand on les lit, mais qui sont très peu, voire jamais respectées sur des sites. La première règle, c'est une offre égale un besoin, égale un discours, égale une page. Alors, vous allez me dire: «Mais comment on fait sur la homepage? Comment on fait, sur, des pages, gamme et cetera?» C'est pas grave en fait, vous choisissez. Vous savez qu'une homepage de toute façon, en réalité, les homepages sont très peu scrollées, elles sont peu, alors elles sont lues, elles rassurent bien sûr, mais vous pouvez pas tout dire. Donc, il s'agit de travailler correctement votre navigation, vos parcours, pour que vous puissiez avoir des pages qui sont dédiées et qui sont claires et qui ne sont pas des fourre-tout, d'informations. Je vise personne, hein. Je sais que, je sais qu'il y a quand même pas mal, d'entre vous pour qui c'est compliqué. C'est pas, la faute, au marketing ou à la com. C'est souvent aussi la faute à l'organisation, de l'entreprise, à sa structure et à des métiers qui veulent tout dire et à des personnes qui gèrent les sites qui se retrouvent à avoir des difficultés pour tout dire. Je sais aussi qu'il y a beaucoup de pressions, qui sont liées à la présentation de ces contenus, mais sachez que, ce qui est vertueux, c'est vraiment ça et j'ajoute aussi, faire simple, une idée par un paragraphe. Encore une fois, c'est une règle de base, mais c'est une règle qui est assez rarement, respectée. Je vous montre un exemple pour, donc là, on est plus dans l'écriture pour le web que, dans l'UX writing à proprement parler, sauf si Claire, tu es pas d'accord avec moi, mais là, c'est un exemple de, mauvaise pratique versus bonne pratique. Donc sur, le premier exemple, vous pouvez voir,
déjà que le titre, en fait, il est pas direct, et que les paragraphes, ben, sont un peu trop chargés. Même si ça vous semble, il y a que 3 lignes, en fait, ils sont un peu trop chargés en informations. Et sur le deuxième exemple, on respecte la règle d'une information par paragraphe et on va valoriser l'aération du contenu et la mise en place, de systèmes de puces pour pouvoir, simplifier la lecture. Il faut vraiment vous dire que, en fait, vos pages, elles sont lues, mais de manière ultra rapide. Un utilisateur, alors il lit bien sûr de base, de gauche à droite, de haut en bas, ça c'est l'être humain qui fait ça, mais sur un site internet, il scanne, c'est-à-dire qu'il va pas forcément respecter cette logique, il va plutôt aller chercher des points de repère sur la page et on vous conseille fortement, de mettre en avant ces points de repère avec l'information essentielle. Voilà, et de bien, bien, bien hiérarchiser votre information. Alors, comment on fait pour hiérarchiser l'information? Hein? Comment on fait? Eh ben, nous, chez Adelium, on fait des ateliers. On travaille en équipe avec des personnes, du métier, donc avec, encore une fois, des insights business et avec, les UX researchers, donc des insights utilisateurs. On se met ensemble et sur les pages stratégiques, alors on ne le fait pas pour toutes les pages, même si on aimerait bien, mais après il y a aussi des questions de temps passé sur ces sujets-là. On va organiser et hiérarchiser le contenu. C'est pas vraiment un zoning, c'est surtout pas un wireframe, c'est juste, qu'est-ce qu'on dit d'abord? Qu'est-ce qu'on dit ensuite? Et qu'est-ce qui est essentiel ou non de mettre en avant sur ma page pour dire ce que j'ai besoin de dire? Donc l'idée, c'est vraiment de se focaliser sur le contenu pertinent et utile et on s'oblige à travailler uniquement avec des post-it et à ne mettre aucune indication visuelle. Alors même si ça peut paraître visuel parce que c'est très joli, mais enfin, c'est joli, après oui, moi je trouve ça joli. On met, donc pas d'indication en tout cas à nos UI, UX, UI qui vont derrière, créer en fait, la création, je ne dis pas le design du coup Véronique, tu as vu? Je n'arrive plus à le dire. Donc qui vont créer ensuite la maquette, voilà. On essaye de pas donner d'indication, on essaye surtout vraiment de dire qu'est-ce qu'on a envie de dire et à quel endroit on a envie de le dire. Autre point essentiel, toujours, la rédaction des micro-contenus. Alors, avant de vous montrer des exemples et de vous expliquer un petit peu, alors je vous ferai pas un cours sur les micro-contenus parce que vraiment je ne suis pas experte. Les micro-contenus, c'est vraiment tous les petits mots qui sont utiles pour guider l'utilisateur sur une interface. C'est les mots, par exemple, qui sont écrits sur les boutons, qu'on appelle aussi call to action, tout ce qui est message d'erreur, les accroches de certains paragraphes, les noms des champs, des formulaires. Ça peut paraître pareil. En fait, ça peut paraître évident, mais la réalité, c'est qu'ils sont souvent, voire, tout le temps, négligés, heu, alors qu'en fait, ils sont vraiment essentiels dans le parcours utilisateur. Donc nous, chez Adelium, on a fait le choix, de ne pas laisser le choix, en fait. C'est-à-dire que, nos actions de rédaction de micro-contenus sont obligatoires, quand on crée des maquettes. Donc en fait, on passe sur l'ensemble, je dis on, Claire, passe sur, l'ensemble des maquettes pour travailler les boutons, travailler, les messages d'erreur et cetera et cetera. Le but étant, de s'adapter au persona, toujours en s'adaptant au persona, s'adapter, au ton et à la voix, j'en parlerai juste après et de guider avec des bonnes pratiques aussi, l'utilisateur. Donc concrètement, à quoi ça ressemble? Alors j'avais envie de vous montrer après, je vous montre, 2 exemples, adéliumiens, mais celui-là il est très parlant et c'est un des exemples les plus connus en UX Writing. C'est Google en fait qui a changé, le terme book a room to check availability, qui a vu en fait le taux d'engagement, augmenter de 17. Là on voit sur book a room qu'il y a quand même, une notion de, pour le coup, d'engagement de l'utilisateur, puisque, réserver une chambre, l'utilisateur va avoir peut-être une montée, de stress parce qu'il va se dire: «Ah il y a quand même une notion de paiement, il y a une notion d'engagement de ma part pour réserver cette chambre». Alors que check availability, c'est OK, je regarde juste si c'est dispo, ça ne m'engage à rien. Et vous voyez l'impact que ça a derrière, il est vraiment énorme. Or, en fait, ce qu'on fait, c'est vraiment qu'on regarde la disponibilité. On regarde la disponibilité, on a le prix et derrière, on peut s'engager ou non et choisir de réserver la chambre.
Nous, on a travaillé ça, pour plusieurs clients. Donc ici, vous avez un exemple. Alors je suis désolée, en fait, ça je me rends compte que ça doit s'afficher, en assez petit, au final. Donc on a travaillé pour ce client qui est Dôme Alliance, qui avait, un fort enjeu, donc un double enjeu sur la transformation, donc sur la génération de devis, mais également, sur la partie, recrutement. Donc avoir, des personnes qui, postulent, sur les offres d'emploi. Donc on a retravaillé bien sûr tout le site, mais au-delà de l'aspect, créatif du site, je voulais vraiment faire une emphase sur, le l'UX writing. Donc là, par exemple, tarif express, donc on a souvent des questions, mais quel est le meilleur angle pour un bouton, de demande de devis? Ben, clairement, en fait, on va être sur, du verbe d'action et sur, l'important, c'est d'avoir, la conséquence, de dire, d'être clair avec l'utilisateur sur la conséquence qu'il y a derrière. Donc en l'occurrence, demander un devis va être plus engageant et plus conséquent que tarif express. Parce que on est plus dans la transparence et dans l'explication de ce qu'il va y avoir derrière. On a également, ici un «Trouver votre agence». Donc là, on a «Trouver votre agence» avec, «Je trouve mon agence». On a transformé ça en «Trouver l'agence Dôme Alliance la plus proche». Pourquoi? Parce que, trouver votre agence, bah, il y a quand même une notion où on laisse l'utilisateur un peu dans le flou. «Bah oui, mais pourquoi j'ai besoin de trouver une agence? Enfin, je comprends pas, je m'adresse à un site» et cetera. Or, trouver l'agence la plus proche, là, il y a quand même cette notion de proximité et il y a la notion de dire: «OK, bah, en fait, je vais avoir quelqu'un qui est à côté de chez moi» et il y avait un vrai besoin pour cette marque d'humaniser, et là, bah, on a réussi à faire, la partie, humanisation. Voilà pour ça et un autre gros travail aussi qu'on fait, et qui est assez notable ici, c'est, tout ce qui est, formulaire. Donc les formulaires, il faut savoir que, quel que soit le business, c'est quand même quelque chose, qui, représente une charge importante pour l'utilisateur parce qu'il sait que, bah, déjà, il est obligé de remplir, des champs. Donc déjà, c'est quelque chose qui est pas forcément toujours très agréable. Il en remplit, souvent dans sa vie. Et en plus de ça, bah, c'est pas toujours clair ce qu'on lui demande, il sait pas forcément où ça va et pourquoi on lui demande ces choses-là et ni d'ailleurs parfois ce qu'il doit remplir à l'intérieur du champ. Donc nous, on travaille beaucoup ça. Donc on travaille, des questions qui sont claires, sur, les formulaires. On travaille ce qu'on appelle des placeholders, donc en fait, c'est des exemples qu'on met à l'intérieur, du formulaire pour, bah, expliquer, ce qui est attendu dans le champ et on travaille aussi beaucoup les éléments de réassurance, que vous avez ici, qui permettent aussi, ben, quand il y a la montée en fait, émotionnelle qui est liée excusez-moi, qui est lié à un besoin en fait de sécurité, un besoin de réassurance, ben, on va pouvoir alors ça marche dans la génération de leads, ça marche aussi beaucoup sur le e-commerce. On va pouvoir aller, rassurer, avec des informations qui sont très fortes, essentiellement des chiffres, et des choses qui sont, vraiment parlantes. Est-ce que jusqu'ici tout va bien? Je ne sais pas pourquoi j'ai un peu de ah voilà. Bon, ça va, j'ai l'impression qu'il y a des échanges, que tout se passe bien. Je vois pas trop de questions, voilà. Dernier point, sur, l'UX writing, adopter un ton et une voix qui sont adaptés à la marque et à l'utilisateur. Donc ça, c'est vraiment essentiel. On se rend compte aussi alors ça dépend, souvent de la taille de l'entreprise. J'avoue que c'est plus, un fait dans des entreprises qui ont une certaine taille où ils ont du mal, en fait, à gérer, l'identité verbale, de leur contenu. Donc pourquoi est-ce que c'est important d'avoir une identité verbale unique? Et au même titre qu'on va travailler une charte graphique, pourquoi c'est important d'avoir, une charte éditoriale? Bah, pour assurer la cohérence et la qualité des contenus qui sont rédigés, pour pouvoir aussi homogénéiser les prises de parole. On parlait tout à l'heure de, l'impact en fait de l'expérience utilisateur, sur, l'image de marque. Bah, en fait, l'UX writing et surtout la gestion du ton et de la marque va vraiment permettre d'avoir cette cohérence en fait et qu'il n'y ait pas une différence entre ce qui est montré d'un point de vue visuel, créatif, presque artistique des fois pour certaines marques et les contenus qui sont rédigés. Ça permet vraiment de refléter la personnalité de l'entreprise et de la marque. Et pour, conclure cette partie-là, alors, bah, je vais citer Claire du coup, qui m'a dit cette phrase, quand on est sortis, des UX Days où, ils ont animé avec, Maxime, notre UX researcher, un super atelier, un workshop sur l'UX writing.
Le contenu, c'est comme une hémorragie dans l'entreprise. Tout le monde croit qu'il suffit de savoir écrire, alors tout le monde en fait et rien ne peut le maîtriser. Donc savoir écrire, c'est vraiment super et c'est vrai que c'est top d'avoir, des rédacteurs en interne dans l'entreprise, mais rédiger ne suffit pas. Rédiger pour l'utilisateur et dans un contexte précis d'un parcours, c'est vraiment ça l'essentiel. Adapter le ton et la voix de l'entreprise dans vos rédactions et dans ce que vous montrez aux utilisateurs. Enfin, pour, juste conclure, bah, qu'est-ce que ça apporte, le cette discipline du X-Writing dans des projets digitaux? Bah, l'augmentation de l'engagement de l'utilisateur, on l'a vu. La réduction aussi du taux d'abandon, notamment, c'est très, très flagrant, sur des parcours, de transformation. Donc quand on arrive vraiment à l'étape finale, du parcours, avant, la génération enfin, avant la création du lead, avant que l'utilisateur devienne un lead ou pendant l'acte d'achat. Là, c'est vraiment les moments les plus chauds et où il faut limiter au maximum le taux d'abandon et l'UX Writing a un effet extrêmement bénéfique à ce moment-là. Le renforcement de la confiance aussi dans la marque, on l'a vu, l'amélioration de la compréhension et bien entendu, du coup, forcément, l'optimisation de la conversion. Est-ce que vous avez des questions sur cette, partie, UX Writing? Alors, comment mesurer la performance, Ellie? En fait, on mesure la performance alors je vais en parler, juste après, notamment sur, tout ce qui est testing, la performance, on va le mesurer, avec la data, donc avec un bon plan de tagging, donc avec, des outils, comme, Piwik, par exemple, Ellie, ou comme, aussi, d'autres, hein, Google Analytics, notamment. Ça permet, du coup quand on traque bien, on peut, quand même, réussir à avoir un impact du avant-après et aussi vous le verrez après, en faisant de l'A/B testing. Alors, 3e pilier, les résultats, avant les fonctionnalités. Je suis désolée, un tout petit peu accélérer parce que, ça fait déjà 40 minutes. Je vais juste vérifier qu'on est bon. Oui, c'est ça, 13h40, c'est parfait, le temps passe trop vite. Alors les résultats avant les fonctionnalités. Donc, j'avais envie de vous parler de Jeff Gothelf qui est, un de nos mentors en fait, chez Adelium qu'on aime beaucoup. Il a écrit un livre qui s'appelle Lean UX que, je vous recommande fortement, et il dit: «The product is the variable». Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on a des besoins utilisateurs. Ces besoins utilisateurs, on ne peut pas agir dessus. On a des besoins business avec notamment, des sujets de rentabilité. Ces sujets de rentabilité, on ne peut pas en fait ne pas agir, enfin on ne peut pas, les réduire ou, voilà. Et entre les 2, on a un produit. Ce produit, c'est un site internet, un site e-commerce, une application mobile. Et ce produit, en fait, entre les besoins et les résultats qui sont attendus, c'est lui qui doit être la variable. Alors je m'arrête juste 2 secondes, je vois qu'il y a quelques questions. Oui, alors les références, je vous enverrai une bibliographie, si vous le souhaitez, donc je vous donnerai, plusieurs références. Hem, L'UX Writer commence son travail à partir des insights trouvés par les UX researchers. Oui, tout à fait et d'ailleurs, l'idéal de l'idéal, c'est d'inclure l'UX Writer dans les phases de recherche. Par exemple, Claire préfère toujours, pouvoir assister, aux phases de recherche, même si, malheureusement, c'est pas toujours possible pour des questions de temps ou de budget. Et je laisse Claire répondre, pour les profils. Voilà, je vois que tu es en train de répondre, Claire. Donc sur la partie produit, du coup, effectivement, le produit est la variable. Alors, on va parler d'une chose qui est essentielle et qui est souvent, négligée ou auquel, c'est très difficile. Alors j'ai été dans du côté, annonceur, comme on disait, à l'époque en publicité, donc à gérer, la création de sites internet. Je sais comment ça se passe. On a un budget, on est content de pouvoir l'avoir et on a envie de dépenser ce budget pour avoir le meilleur produit existant, en répondant à tous les besoins qui sont liés au business et quand on a le temps, aux besoins qui sont liés aux utilisateurs. Nous, ce qu'on recommande fortement, c'est de travailler ce qu'on appelle un MVP, Minimum Viable Product. Alors j'arrête tout de suite sur, je sais que, il y a des product, designers, qui nous écoutent. Il y a énormément de débats, enfin il y a plusieurs sujets entre le MVP, le MLP, Minimum Low Viable Product, où commence le prototype, où il termine, où commence le MVP.
j'ai pas envie de rentrer dans ces débats-là. Mon message aujourd'hui, c'est de dire qu'il ne faut pas être maximaliste. L'idée, c'est si vous avez, 80 000 € de budget, à l'année pour, votre site internet, pour la création d'un site, nous, ce qu'on recommande, bah, c'est pas de dépenser les 80 000 € d'un coup. C'est de se concentrer sur le minimum du produit qui va être utile pour, à la fois, satisfaire une partie du business, donc apporter des résultats et pour satisfaire l'utilisateur. Donc c'est la deuxième ligne que vous voyez ici. Si j'ai un besoin utilisateur qui est de transporter de la marchandise, une brouette peut peut-être suffire. Et une fois que j'ai bien étudié cette brouette, que j'ai, traqué la data et que, je sais comment elle fonctionne, je suis capable de savoir de quoi mon utilisateur a besoin, de sources sûres en plus, pour pouvoir, ben, être encore plus satisfait. Et je vais aller de manière progressive et du coup, je ne vais peut-être pas dépenser 80 000 €, je vais peut-être en dépenser 50 et je vais utiliser donc je vais faire ce qu'on appelle la phase de build sur 50 000 € et derrière, je vais mettre une stratégie en place de CRO accompagnée avec de l'UX. Alors là, je vous mets un exemple, hein, c'est un site, qu'on a refondu. Alors je peux pas vous donner, le client. Vous avez des données qui datent de 2021 parce qu'en fait, c'était juste avant qu'on ait vous savez tout le bazar là avec, Google et qu'on change, ensuite, d'outil de tracking. Donc c'est pour ça que j'ai choisi 2021, mais c'était quand même assez notable parce que c'est sur, quelques mois. Donc on a fait une première version, du site et ensuite on l'a pris en amélioration continue. Donc amélioration continue, on fait du CRO qui veut dire Conversion Rate Optimization, qui est basé sur un tracking très poussé au niveau de la data et des A/B tests, dont je vais parler après. Et surtout sur une visualisation, une optimisation continue. C'est-à-dire qu'on se parle tous les mois. Tous les mois, on visualise les performances et chaque mois, on se fixe des objectifs pour le mois suivant. Ces objectifs, ce sont des objectifs, de correctif ou d'amélioration du produit digital, du site internet par exemple. Donc l'objectif principal, en l'occurrence là, c'est un site générateur de leads, donc c'est le pourcentage, enfin le taux de conversion. Mais ça peut aussi très bien être donc on a par exemple, avec ce client-là, on a aussi en parallèle le taux de qualité, du lead puisqu'en fait, il y a le taux de conversion, mais après derrière, il y a aussi le taux, de transformation du lead en client. Donc ce sont aussi des datas que l'on suit et l'idée, c'est de se fixer mois après mois des objectifs et mois après mois aussi des améliorations fonctionnelles, graphiques, et de contenu que l'on peut faire sur les sites pour atteindre les objectifs, qu'on souhaite. Donc ce sont des stratégies qui marchent très, très, très bien et j'avais vraiment envie de porter cette voix parce qu'on se rend compte, on essaye, clairement, on essaye de le vendre, on essaye de dire aux gens: «Mais vous savez, c'est quand même mieux, gardez vos sous et faisons un minimum et ensuite améliorons». Il se trouve que ce qu'on a réussi à faire, c'est garder vos sous et puis au final, on nous demande, toutes les fonctionnalités. Donc ça, c'est pas possible, hein, c'est pas, faire avec moins cher la même chose, parce que là, forcément, vous détériorez la qualité. L'idée, c'est de garder un niveau de qualité et de satisfaction de l'utilisateur et du business minimum pour ensuite le faire évoluer. Hem, voilà, c'était ce que je voulais vous dire. Donc après, je vais vous montrer, on va parler des AB tests qui sont, aussi clés, en fait, dans ces stratégies-là. Alors, pourquoi travailler? Donc on appelle, CRO UX, on appelle, MVP plus Run, enfin il y a pas mal de noms pour cette stratégie de conception de site. Ça permet une validation rapide d'un projet avec un investissement minimal. Souvent, ça permet en fait d'accélérer aussi les projets parce qu'on sait que, on a moins de choses à faire, on va être plus proche aussi au niveau des équipes, on est moins dans l'artillerie lourde, on va être beaucoup plus agile et derrière, on va pouvoir être itératif dans notre façon de travailler les améliorations. On a un meilleur contrôle du budget. Souvent, sur des projets, alors je parle des projets, qui durent, sur 1 an où on a, 150 000 € de budget. En fait, c'est des budgets quand on travaille en méthode agile qui vont être, très variables pour le client. Donc là, l'idée, c'est de se dire: «OK, on va partir sur quelque chose, on va faire un job sur 3-4 mois. On va sortir quelque chose qui est top, mais qui, peut être amélioré et à partir de là, on va contrôler le budget et chaque mois, on sait où on en est de notre budget et ce qu'on peut investir sur le mois suivant».
Et ce que ça nous ramène aussi du coup, puisqu'on a le résultat, quasiment instantané, de nos améliorations. On peut prioriser aussi, c'est basé en fait sur des données réelles. Il faut savoir qu'un site, à partir du moment où on le crée, on part sur des hypothèses, même si l'UX permet, de lever au maximum les hypothèses et d'avoir finalement une base solide qui est liée à des besoins utilisateurs, on va quand même, partir sur, des hypothèses et le concret, c'est la donnée en fait, c'est ce qui est généré derrière. Donc du coup, le fait de partir sur une stratégie comme ça va permettre d'enlever les hypothèses et de rentrer dans le monde réel pour les améliorations. Ça permet aussi de gérer les risques parce que clairement, plus le budget est élevé, plus ça emmène de monde, dans le projet et plus les risques du projet sont élevés. Donc si on part sur quelque chose qui est moins ambitieux au début, on peut beaucoup plus contrôler les risques et travailler sur les problématiques qui arrivent, mois après mois. Voilà sur cette partie-là. Je regarde, je fais un petit tour, dans les questions. Touc, 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 ça paraît clair, j'en ai pas d'autres. Voilà, très bien. Bon, super, j'ai des pouces, très bien. Vous me suivez encore? Vous avez pas trop faim, ça va? Vous avez peut-être mangé avant en fait, moi j'ai pas mangé. Donc autre chose, donc quand on fait, de cette stratégie-là, MVP plus Run, ce qui est très important, c'est d'inclure les tests. Donc les tests utilisateurs, je vais pas vous faire, un cours magistral sur les tests utilisateurs. Ce qu'il faut juste savoir, c'est qu'il y en a de 2 sortes, des tests qualitatifs et des tests quantitatifs. Il y a pas de bonne ou mauvaise pratique. Ce qu'on recommande essentiellement, c'est, bien sûr d'avoir, du quanti puisque ça vous permet mois après mois de suivre, mais aussi de temps en temps, peut-être sur des sujets particuliers, peut-être si vous avez des doutes, peut-être si vous avez aussi des incompréhensions, de résultats au niveau de votre quanti, de partir sur du quali. Donc le quali, c'est, je mobilise 5 utilisateurs, je leur fais faire des tests en live et je regarde, je les interroge et cetera et cetera. J'ai peu de temps, du coup, j'ai choisi d'aborder 2 types de tests. Alors là, on est plus sur du tracking comportemental, avec Hotjar et Clarity et le 2e type de test, c'est l'A/B test. Donc, Hotjar et Clarity sont 2 outils. Il y en a d'autres, mais c'est ceux avec lesquels on travaille nous, qui vont permettre, plusieurs, fonctionnalités de compréhension des parcours utilisateurs, sur le site. Je suis très en retard. Voilà, donc ça permet notamment, de faire des mini surveys. Donc les mini surveys, ça permet d'interroger en fait, l'utilisateur à des moments clés de son parcours pour avoir des insights intéressants. Par exemple, ici, sur un site, avez-vous trouvé les informations que vous recherchez sur cette page? On est sur une page produit. On se rend compte que 30 des utilisateurs qui sont sur cette page n'ont pas trouvé l'information. Bon, c'est qu'il y a un problème avec la page produit, donc il faut refondre la page produit. Autre insight intéressant, les heatmaps. Je ne vais pas m'étendre parce que j'ai pas le temps, mais en tout cas, sachez que, dans ces 2 outils, il y a pas mal de fonctionnalités qui vont vous permettre en fait d'aller, comprendre un peu plus l'utilisateur. Ensuite pour les A/B tests. Donc là, sur les A/B tests, j'avais un cas très concret que je voulais vous montrer. Donc les A/B tests, pour ceux qui connaissent pas, s'il y en a, ça permet en fait de tester 2 versions d'une page ou d'un composant ou même, 2 versions, d'un micro-contenu sur un call to action. D'accord? Donc ça permet d'avoir, un certain nombre d'utilisateurs qui sont routés vers une version et un certain nombre vers une autre version. Et ensuite, on se met un objectif derrière qui est le plus souvent un objectif de transformation. On regarde ce qui marche le mieux. Donc là, en l'occurrence, notre client Triba, on a réussi, alors que, Triba est très, très, orienté, à mettre en avant les promotions et c'est normal. Pour ma part, ça fait 10 ans que je travaille avec Triba et ils ont toujours été, à mettre en avant énormément les promotions. Sauf que nous, en fait, on voulait avec eux voir comment on allait augmenter la génération de devis sur la home page. Sachant que la home page, le header est toujours réservé aux promos. Donc, on a eu l'idée, qui était un peu, folle au début, de pouvoir avoir un header qui parfois affiche des promos, parfois non. Mais quoi qu'il arrive, d'avoir toujours le premier point d'entrée du parcours, donc du formulaire de contact, qui est en l'occurrence chez Triba qui travaille avec des concessionnaires, le code postal.
Donc, on a, mis en avant le code postal sur cette homepage et les résultats étaient extrêmement probants, puisqu'on a acquis 21 de demandes de devis en plus depuis la homepage et on a diminué le taux de rebond de la homepage de 4,4 et ça, sans les AB tests, on n'aurait pas pu le savoir. Donc c'est vraiment, vraiment essentiel et c'est comme ça qu'on arrive à augmenter, la transformation de nos clients. Donc, pourquoi les tests utilisateurs sont essentiels? Pour identifier les problèmes d'utilisabilité, valider les hypothèses de conception, réduire les coûts de développement, améliorer l'engagement et les conversions et aussi, on n'en a pas parlé, organiser la roadmap des futurs développements. Tout à l'heure, je vous ai montré, les parcours utilisateurs. Dans ces parcours, on a pondéré, l'impact et l'effort de chaque étape, mais on peut aussi très bien se dire: «OK, au niveau de notre roadmap, dans notre MVP de base, on va pas mettre toutes les étapes, on va pas mettre tout, on va pas être maximaliste dans toutes les fonctionnalités et on va s'organiser une roadmap derrière et la roadmap va être guidée par la data et par les AB tests. Voilà, dernier point et après j'arrête, je passe très, très, très vite dessus. Je vais pas tout vous parler de tout en fait, tant pis. Je vous enverrai, pour ceux qui le souhaitent, le support. Les performances techniques sont, essentielles pour, l'expérience utilisateur. Google arrête pas de le répéter, donc vous trouverez quand même pas mal de ressources, sur le sujet. Il y a un message, très, très important que je voulais vous faire passer, c'est que les utilisateurs internes de votre entreprise sont des utilisateurs et que dans le cas de génération de leads et notamment de travail, en fait, au quotidien sur gérer ces leads, leur répondre et cetera, en fait, vous êtes tous des utilisateurs. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire quand on se retrouve avec un back office comme ça, on n'a pas envie de l'utiliser. Je suis désolée parce que c'est énormément de souffrance, et on ressent la souffrance, de la part de nos clients, liés à des back office qui n'ont pas été pensés par l'utilisateur. C'est affreux parce qu'en fait, quand, il y a des utilisateurs qui changent, en fait, il y a besoin d'un temps de formation et d'onboarding sur les back office qui sont, incommensurables. Donc faites attention quand vous choisissez la technologie, quand vous choisissez un prestataire, de toujours, toujours bien regarder les back office, de lui montrer, de lui demander à ce qu'il vous montre les back office qu'il a réalisés avant, d'accord? Par exemple, ici, donc c'est un back office WordPress, fait sur Gutenberg, par notre équipe. Donc vous voyez les notions de prévisualisation des blocs permettent notamment, de simplifier en fait, la prévisualisation de qu'est-ce qu'on est en train de construire. Vous avez aussi des back-office comme ça, qui sont très bien organisés, qui sont visuellement, acceptables, sympas et mince, on n'est pas ici pour souffrir, OK? Donc donc hésitez pas à vraiment embêter vos prestataires avec ça, à demander à l'inclure en fait, dans la prestation parce que, c'est essentiel pour la gestion de votre business. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça vous permet, d'alléger la charge mentale de vos équipes. Alléger la charge mentale des équipes, c'est augmenter la productivité, tout simplement. Donc en fait, en ayant des plus beaux back office, vous gagnerez plus d'argent, en fait. Ça permet aussi d'augmenter l'engagement, des salariés. C'est pas négligeable, en fait, parce que quelqu'un qui se gaufre celui-là tous les pardon, celui-là tous les jours, désolée, c'est beaucoup de souffrance, vous la sentez ou pas? Elle a peut-être pas envie, en fait, de rester dans l'entreprise si c'est son quotidien, ça. Pardon, je vous vois rire, mais de limiter les erreurs aussi, c'est essentiel et de se concentrer sur son métier, à savoir optimiser des contenus, gérer des leads, faire du business, en fait et pas se concentrer sur un outil et sur, l'utilisation de cet outil. Voilà, donc faites les bons choix techniques, c'est essentiel. Et enfin, la dernière chose que je voulais vous dire, c'est aussi que l'UX, ça travaille l'accessibilité et l'éco-conception. On va vous préparer, je pense, l'année prochaine, un webinaire sur ce sujet-là, et aussi sur sur celui-là, qui est en fait que, aujourd'hui, l'expérience client, l'expérience utilisateur et l'expérience employé, en fait, c'est ce qui fait, une philosophie globale d'entreprise, une culture d'entreprise qui est orientée vers l'être humain. Et on se rend compte, en fait donc ça s'appelle l'expérience totale et on se rend compte, en fait, que, l'expérience totale, alors il y a pas encore de données scientifiques dessus et avec les équipes de recherche d'Adelium, on va travailler là-dessus. N'est-ce pas Lisa? Et Linda aussi peut-être si elle est là, je ne sais pas. Donc on va travailler là-dessus et on va essayer de faire, de prouver, à quel point, en fait, travailler ces expériences-là, c'est bénéfique pour l'entreprise et pour son business.
Et dernière chose, avant de pouvoir échanger et répondre aux questions si besoin, j'ai bien rattrapé, il reste 2 minutes. Je voulais vous dire que, si vous êtes un petit peu frustré, sur la notion de CRO UX parce que je suis pas allée assez loin, on a Camille qui est UX stratégiste et aussi qui, gère en fait tous ces sujets-là au sein d'Adelium, qui est invitée, pour les Marketing Digital Days de Cybercité et qui va animer un webinar avec Gabriel Faure, donc qui est notre client, chez Culligan, où ils vont montrer en fait, toutes les bonnes pratiques qui ont été mises en place pour améliorer les beaux taux de transfo de Culligan France. Pareil ah oui, si, j'ai quand même, le lien d'inscription que je vous envoie tout de suite dans le chat, si vous êtes intéressés. Voilà, voilà. Hop, je me mets du coup sur cette slide-là. Voilà. Je regarde s'il y a des questions. Donc les références, on en a parlé. Là, on a des réponses. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que c'était clair pour vous? Ah, j'ai l'impression que ah et bien, chouette, je suis contente si vous avez appris des choses. J'espère que vous avez appris des choses, en fait, parce que c'est vrai qu'en fait, il y a tellement, tellement de choses à dire, par exemple, sur la data, sur, l'UX, tout ça. Donc bon, n'hésitez pas à aller voir aussi, nos webinars. Là, on a celui de Camille. Donc pour la fin de l'année, normalement, on sera complet, et après l'année prochaine, on en aura d'autres aussi. Oui, c'est passionnant, du coup, Lucia, c'est pour ça que c'est difficile à gérer, en fait, en termes de contenu, et c'est pour ça aussi que j'étais un petit peu en retard. Je suis désolée, je suis passée un peu vite sur certaines choses et notamment les sujets d'éco-conception et d'accessibilité où vraiment, vraiment, Dieu, oui, Dieu, en fait, Dieu, c'est, je la réaffiche. Hop, c'est pour convaincre des personnes, je sens, Antoine, non? Hem, hop, je la réaffiche là, elle va venir, hein. Déterminant inévitable de l'expérience utilisateur. Voilà et en fait, ça me vient de mes années, en fait, je peux vous dire d'où ça vient. Ça me vient des années où, quand j'étais étudiante, j'étais serveuse dans un bar et les clients, me disaient tout le temps: «Le client est roi, le client est roi» et en fait, on avait, un truc et on répondait: «Oui, mais en fait, nous, on est Dieu, du coup, puisqu'on sert à boire au roi». Et c'est venu de ça, l'utilisateur est vraiment roi, mais le contenu est tellement, tellement important que ça m'est revenu de ça et j'ai cherché, c'est l'anagramme, est de moi, hein. J'ai cherché un terme, voilà. Ouais, bah, oui. Je sais, en fait, à quel point c'est difficile, pour les équipes, marketing et communication, surtout des équipes qui, commencent à acquérir une culture en UX, d'aller chercher ensuite, derrière, des sponsors, des budgets, convaincre. Donc j'espère que ça vous aura aidé et puis n'hésitez pas aussi, à revenir vers nous parce qu'avec le cabinet de conseil, on est capable aussi d'accompagner sur des sujets là. Donc vraiment n'hésitez pas. Hem Voilà, donc je vois que vous avez, ouais, répondu sur les outils. Ah, il y a une question en plus? Ah oui, sur l'éco-conception, je vois que Claire, tu es en train de répondre. Donc ce qu'il faut savoir juste, par rapport à l'éco-conception, c'est que déjà de base donc en fait il y a plusieurs sujets, hein, sur l'éco-conception. Il y a notamment, toute la partie, serveur qui joue, énormément aussi, hein, toute la partie performance, au niveau, du code. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de paramètres qui rentrent en compte. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que, en fait, un design qui est orienté, utilisateur va déjà, en fait, permettre, d'alléger un petit peu, les CPU parce qu'il y a moins de clics, parce qu'il y a moins besoin d'avoir des vidéos explicatives, parce qu'en fait, on va beaucoup plus, encadrer l'utilisateur, dans un parcours qui est simple et droit au but et donc du coup en fait, de fait, ça va un peu limiter aussi, la charge, au niveau du serveur. Donc ça, c'est une bonne pratique, donc
l'UX influence déjà de manière naturelle, la partie éco-conception. Après, il y a plein de sujets et je dois vous dire aussi sur ce sujet-là, c'est qu'on participe à un je sais pas si c'est un think tank ou, enfin on est sollicité là, au niveau de la région Grand Est pour aller sur des débats et des échanges de ce côté-là. Donc on pourra peut-être aussi un peu plus en parler à partir de l'année prochaine. Oui, alors déjà vous aurez, Emma, le replay. Ah bah voilà, Claire, répondu, tu as été plus vite. Donc vous aurez, ouais, le replay et puis les slides, avec, oui, bien sûr. Et je rajouterai une slide de bibliographie, voilà. Hésitez pas aussi, si vous voulez, j'ai l'impression d'être une youtubeuse. Si vous voulez soutenir, nos webinars, on a parfois un peu de mal avec LinkedIn, parce qu'on est très concentrés sur notre travail, et plutôt qu'à faire, désolée, je suis un peu remontée contre LinkedIn et ses algos. Hésitez pas à commenter, nos posts, à nous citer ouais, activer la cloche, c'est ça. Non, mais à nous citer et tout dans nos webinars, parce que ça nous permet aussi, de gagner, auprès de l'algo, de LinkedIn parce que, en fait, ouais, c'est assez triste quand, je fais un post sur ces webinars et que, j'ai 3 likes, c'est voilà, c'est triste. Heureusement qu'on a une équipe Adelium qui est très active et qui like beaucoup et commente beaucoup, mais voilà. Je ne vois pas de questions supplémentaires, donc on va peut-être se laisser, en fait. J'aime bien, hein, parler avec vous, mais on a peut-être tous des choses à faire, cet après-midi. Enfin, moi, oui, en tout cas, vous, je ne sais pas. Merci à vous, c'était chouette. Vous êtes restés, très nombreux jusqu'à la fin, malgré le fait, d'avoir, dépassé. Vous avez de toute façon toutes nos coordonnées. N'hésitez pas à nous contacter. Voilà, c'est un plaisir et à très bientôt. Au revoir. Merci à vous. Au revoir.